Chloé s'est assoupie en changeant les draps. Victor Chevalier, le richissime propriétaire du manoir, l'a surprise sur le fait. Il a aussitôt décidé d'en faire une humiliation publique. Aujourd'hui, cette demeure sera le théâtre d'un retournement de situation que personne n'attend. La porte s'ouvre avec fracas. Les invités suivent Victor Chevalier dans le couloir. Il désigne Chloé, debout, abasourdie. Alors, on s'offre une petite sieste dans mon lit. Il lui arrache le drap des mains. Il jette l'oreiller au sol. Il lui ordonne de se mettre à genoux. La voix est forte, le regard est sec. Dans ma maison, la paresse devient un spectacle. Des rires fusent, des téléphones se lèvent, des chuchotements fendent l'air. Marc, le cuisinier, ne rit pas. Il reste figé. Nathalie, la gérante, arrive en courant. Elle essaie de paraître ferme. « Donnez vos ordres et j'obéis, monsieur. Mettez-la à la porte, immédiatement, » gronde Victor, et exigez des excuses devant tout le monde. Chloé prend une profonde inspiration. Ses mains tremblent. Elle cherche du regard la sortie. Elle voit des agents de sécurité devant la porte. « Je me suis juste assise 1 minute, monsieur. J'ai travaillé toute la nuit. » Sa voix est à peine un souffle. « Silence !» la coupe Victor. « Ici, l'erreur devient la norme. Vous allez vous agenouiller. » Les invités forment un cercle. Certains s'esclaffent. D'autres feignent l'indifférence. Le salon se transforme en tribunal. Nathalie se penche à l'oreille de Chloé. « Si vous répondez, c'en est fini de vous. Et il y aura l'amende. 10 000 € pour rupture de la clause de confidentialité. C'était dans votre contrat. » Chloé déglutit. Le loyer est dû dans 3 jours. Il manque des médicaments pour sa mère. Les factures s'élèvent à 1 200 €. Sa tête tourne. « À genoux !» répète Victor, plus près. Chloé recule d'un pas. Elle lève les yeux au plafond. Elle entend un claquement, puis un autre. Un filet d'eau apparaît sur la moulure. Il s'épaissit, serpente le long du plâtre avant de tomber en cascade dans le couloir. « Le système anti-incendie !» crie quelqu'un. L'eau envahit le sol. Une toile de valeur posée contre le mur commence à se mouiller. Julien, un invité, écarquille les yeux. « Cette toile vaut un demi-million d'euros. » Les rires s'éteignent. Les cris les remplacent. Les invités courent dans tous les sens. Victor tourne la tête, tendu. Il cherche quelqu'un à commander. « Nathalie, réglez ça !» Nathalie est paralysée. Elle ne sait pas où couper l'eau. Les agents de sécurité non plus. Chloé, elle, court déjà. Elle se faufile entre les jambes, monte 2 étages par l'escalier de service, pénètre dans un couloir technique. Elle ouvre une petite trappe dissimulée. Vanne d'arrêt Est. La voilà. Elle tourne la vanne adéquate. Le déluge faiblit, puis s'arrête. Le salon redevient silencieux. Seules les gouttes d'eau résonnent sur le sol. Chloé redescend d'un pas assuré. Elle saisit la toile par les côtés, la sauvant du sol détrempé. Elle la repose sur un chevalet sec. Les invités observent, muets. Marc respire, soulagé. Madame Beaumont murmure « Elle connaît cette maison mieux que quiconque ». Chloé fait face à Victor, sans trembler. « Personne ne savait où se trouvait cette vanne, monsieur. » Moi si. Son sourire à lui s'efface. Un téléphone s'abaisse. Puis un autre. Les rires ont cessé. Le manoir est maintenant à l'écoute. Chloé resta immobile devant l'assemblée. Les gouttes d'eau ruisselaient sur le marbre, reflétant la tension palpable. Le silence était lourd. Victor dévisageait la femme de ménage comme si le sol s'était dérobé sous ses pieds. Il s'attendait à des supplications, des larmes, au désespoir. Il reçut de la fermeté, le cercle d'invités les entourait toujours, les portables étaient baissés, les regards fixés sur elle. Chloé inspira profondément. Elle sentit son cœur battre à tout rompre, mais décida qu'elle ne serait pas réduite à la honte. « Si vous voulez me renvoyer, faites-le, mais ne m'humiliez pas. Je travaille ici depuis des mois et personne ne connaît cette demeure mieux que moi. » Un murmure parcourut l'assistance. Marc, le cuisinier, haussa les sourcils avec une fierté contenue. Madame Beaumont appuya son menton sur sa canne et observa avec un intérêt renouvelé. Victor tenta de reprendre le contrôle. « Connaître la plomberie ne change rien. Vous n'êtes qu'une femme de ménage. » Chloé releva la tête. « Je suis plus que ça. J'ai accepté ce travail par nécessité. Mais avant ça, j'ai donné des cours. J'ai même été employé dans un bureau d'études en génie civil.
Je comprends les plans de ce manoir mieux que quiconque ici. » Plusieurs invités échangèrent des regards surpris. La révélation se propagea comme une décharge électrique. Julien, le jeune avocat, intervint. « Du génie civil, vraiment ?»« Oui, » répondit Chloé, assurée. « J'ai travaillé 5 ans pour un constructeur. J'ai été licencié quand l'entreprise a fait faillite. J'ai pris ce poste de nettoyage parce que c'est tout ce que j'ai trouvé. Mais mes compétences n'ont pas disparu. La confirmation était là. » Julien hocha la tête. « Cela explique la rapidité avec laquelle vous avez trouvé la vanne. » Il se tourna vers les autres invités. En son intervention, la toile était perdue. On parle d'un demi-million d'euros. Tout le monde se tut. Même les rires complices s'étaient évanouis. Victor serra les dents. Il essaya de rire, mais le son ne vint pas. « Et alors ?» rétorqua-t-il, forçant sa voix. « Vous n'êtes qu'une employée maintenant. Le reste, c'est du passé. » Mais sa confiance s'effritait. Chloé le sentit. Elle fit un pas en avant, le regardant d'égal à égal. Le passé ne s'efface pas juste parce que quelqu'un tente de vous rabaisser, la dignité non plus. Quelques invités hochèrent la tête en signe d'approbation. D'autres bougèrent, mal à l'aise. L'ambiance de spectacle cruel se retournait, devenant un procès contre le maître des lieux. Madame Beaumont se racla la gorge. Sa voix, fragile mais ferme, résonna. « Victor, vous parlez toujours de mérite. Eh bien, le voilà. Cette jeune femme a démontré plus de compétences que n'importe qui d'entre nous. » Le coup porta. Victor eut le souffle coupé un instant. Il chercha du soutien du regard, s'attendant à voir des têtes acquiescer. Mais il ne rencontra que des regards critiques, curieux, voire défiants. La première fissure dans sa forteresse. Il tenta de reprendre la maîtrise de la scène. « Assez, cette conversation va trop loin. Je ne permettrai pas qu'une erreur grotesque se transforme en un spectacle contre moi. » Mais ces mots n'avaient plus le même poids. Julien, calmement, répliqua « Ce n'était pas une erreur grotesque. C'était de l'épuisement. Elle a failli perdre son emploi pour s'être reposée quelques minutes. Ce n'est pas un crime. En revanche, la manière dont vous l'avez exposé, ça, c'est public et humiliant. » L'assemblée murmura son approbation. Victor déglutit. Son sourire avait complètement disparu. Il était acculé, pour la première fois, dans sa propre maison. Chloé le réalisa. Une force qu'elle ne se connaissait pas l'envahit. « J'ai accepté votre jeu, dit-elle. Vous m'avez exposé. Je suis resté. Maintenant, tout le monde sait qui a vraiment évité une perte de plusieurs centaines de milliers d'euros. » Silence absolu. Le coup final de ce premier round était porté. Victor essaya de rire à nouveau, mais seul un son étranglé sortit. Il recula d'un pas, le masque glissait. Nathalie, la gérante, s'approcha, hésitante. « Monsieur, il vaudrait peut-être mieux en rester là. » Mais ce conseil ne faisait que souligner sa perte de contrôle. Il grinça des dents et hurla. « La ferme !» Le cri résonna dans le salon. Les invités se regardèrent. L'attitude de Victor commençait à déranger. Chloé resta immobile. Sa victoire n'était pas spectaculaire, mais elle était nette. Aux yeux de l'assistance, elle n'était plus seulement une femme de ménage. Elle était celle qui défiait et exposait un pouvoir injuste. Marc, le cuisinier, risqua un pas en avant. Si elle n'avait pas couru, le gros titre aujourd'hui aurait été différent. Fortune perdue par négligence. Il regarda Victor droit dans les yeux. Ce n'est peut-être pas prudent d'attaquer celle qui a sauvé votre image. Le salon explosa en chuchotements. C'était la validation finale de cet instant. Victor sentit le poids de la désapprobation. Ses mains tremblaient, mais il tenta de le cacher. « Ça ne se terminera pas comme ça », murmura-t-il, presque sans voix. « Je vais vous montrer qui commande dans cette maison. » Et il partit, traversant le couloir dans un silence pesant. Chloé resta debout, cernée par le regard collectif. Elle respirait encore vite, mais elle le savait. Elle venait de remporter la première manche. Un cycle complet, humiliation, résistance, révélation, validation. Le tribunal du manoir la regardait désormais non avec mépris, mais avec attention. Et Victor, le millionnaire qui riait le dernier, ne riait plus du tout. La porte du bureau claqua. Victor entra d'un pas sec. Il décrocha le téléphone fixe, appela Nathalie. « Apportez-moi son contrat. » Tout de suite, Nathalie arriva avec le dossier. Les mains crispées,
le regard bas. Le voici, monsieur. Je veux un licenciement pour faute grave. Rédigez-le maintenant. Appliquez l'amende de confidentialité. 10 000 €. Mais, monsieur... Nathalie hésita. Elle a sauvé la toile. Ça ne m'intéresse pas. Je veux faire un exemple. Cette maison ne négocie pas avec l'insubordination. Il appuya sur un autre bouton, appela la sécurité. Fouillez son casier, téléphone, sac, tout. S'il y a la moindre irrégularité, appelez la police. Nathalie déglutit. Elle acquiesça en silence, sortit précipitamment. Dans le couloir, les employés chuchotaient. La peur était vite revenue. Le public test s'était refermé. Les regards se détournaient. Marc s'arrêta à la porte de la cuisine. Il vit 2 agents de sécurité traverser le salon. Épaules larges, pas pressées. Chloé attendait près de son chariot de nettoyage. Elle tremblait à peine, respirait profondément. Elle savait que l'attaque allait venir. « Venez avec nous », dit un agent. « Vous devez ouvrir votre casier. » « Pourquoi ?» Ordre du patron. Elle les suivit. Passa devant des regards durs, des murmures qui couvraient le sol. Madame Beaumont observait depuis l'escalier. Un silence indigné. Dans le vestiaire, ils ouvrirent le casier de Chloé. En sortirent des sacs, des chiffons, une gamelle. Ils reniflèrent, fouillèrent de petits objets. « On va fouiller le sac aussi, » dit l'autre. Chloé ouvrit la fermeture éclair, montra ses papiers, un médicament bon marché, 2 pièces de monnaie, rien de suspect. « Il n'y a rien, » dit Marc depuis la porte. « Vous avez terminé. » Les agents l'ignorèrent. L'un d'eux sortit un collier de sa poche et le déposa sur l'étagère. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Chloé recula. « Un bijou de la dame de la galerie, dit-il. Il était au fond. » Marc fit un pas, une odeur de métal ancien, le visage fermé. « Je vous ai vu mettre la main dans votre poche, » lança-t-il. « Ne mentez pas. » L'agent tourna la tête, fit semblant de ne pas entendre, prit sa radio. « On a trouvé quelque chose. » Le monde de Chloé vacilla, mais la colère l'emporta sur le vertige. Elle brandit son téléphone. « J'ai tout filmé depuis que nous sommes entrés. » L'agent se figea. Il regarda la caméra allumée. L'autre baissa les épaules. « Éteignez ça, grogna-t-il. Je peux filmer, c'est mon droit. » Nathalie arriva, essoufflée. Elle vit le collier sur l'étagère. Elle vit la caméra. Elle comprit la scène. « Rangez ce collier immédiatement. » Devant elle. « Rien ne disparaît aujourd'hui, dit-elle fermement. » Les agents récupérèrent l'objet. La radio grésilla. L'ordre de Victor tomba, tranchant. « Amenez-moi l'employé. » Maintenant. Chloé traversa le couloir, la tête haute. L'assistance regardait dans un silence dense. Ses pas résonnaient, chaque pas une sentence. Dans le bureau, Victor avait déjà un document prêt. « Signé. C'est votre licenciement pour indiscipline grave. Vous avez violé la chambre principale. Vous avez dormi dans mon lit. Je me suis assise 1 minute. Je n'ai pas dormi. Signé. Payez l'amende. Et sortez par la porte de service. » Chloé lut les lignes. Vit des dates changées, vit l'amende notée 2 fois, vit la menace à peine voilée. « Je ne signerai pas ça, » dit-elle calmement. Victor eut un sourire en coin. « Sans signature, je porte plainte pour vol. Le bijou est apparu dans votre casier. J'ai un témoin. »« Moi aussi j'en ai, » répondit Chloé. « J'ai une vidéo. » Son sourire se crispa une seconde. Revint vite. « Vous croyez qu'une vidéo vous protège ? Mes avocats savent écraser les gens comme vous. » Julien apparut à la porte. Il n'a pas demandé la permission. Il entra directement. « Victor, je peux voir ce document ?»« Ce ne sont pas vos affaires. L'événement de ce soir est sponsorisé par mon cabinet. Si, ce sont mes affaires. » Julien prit la feuille, lut en silence. « Le texte est abusif, et l'amende est illégale. Son contrat ne permet pas un tel montant. » Victor usa du poids de sa voix. « Sortez, vous n'êtes qu'un gamin prétentieux. » Julien ne recula pas. « Je suis inscrit au barreau. Je peux appeler la police pour abus de pouvoir. Maintenant. » La pièce se glaça. Nathalie respira de soulagement un instant. Victor serra son stylo. Les jointures de ses doigts blanchirent. « Sortez tous, » ordonna-t-il. « J'ai besoin de lui parler. Seul. Je reste, » dit Julien fermement. « La conversation sera publique, pour éviter tout malentendu. » Victor se mordit la joue, posa le stylo, sourit sans joie. « Très bien, jouons sur un autre terrain. » Il prit le téléphone.
appela quelqu'un. Sandrine, j'ai besoin de ton aide. Des photos, des communiqués, une note d'éclaircissement. Je veux une version officielle. Employé ayant mis le patrimoine en danger. Patron ayant protégé ses invités. Fais tourner ça sur les portails d'information. Le message était glacial. Le pouvoir actionné comme une machine. Chloé sentit le sol se dérober. La guerre se jouerait désormais hors de la maison. Dans les rues, sur les écrans, aux oreilles de potentiels employeurs. Victor raccrocha, se tourna de nouveau vers elle. « Demain, vous n'aurez plus aucune référence. Personne ne vous engagera dans cette ville. Compris ?» La menace était aussi tranchante qu'un couteau. Nathalie tenta d'intervenir. « Monsieur, cela va trop loin. Restez à votre place, la coupa-t-il. Vous travaillez pour moi. » Nathalie recula, se mordit les lèvres. La culpabilité pesait. Le téléphone sonna de nouveau. Victor répondit vivement. « Oui, maître Lefebvre, je veux que vous déposiez une plainte contre l'employé. Insoumission grave, préjudice moral. Demandez le gel de ses avoirs, en garantie de l'amende. » Chloé sentit l'air lui manquer. Le gel de ses biens sonnait cruel. Elle avait peu, mais perdre ce peu faisait encore plus mal. Marc apparut dans le couloir, son tablier humide. Il regarda Chloé, lui offrit un verre d'eau. Elle ne le prit pas. Elle avait besoin de garder la tête froide. Victor se leva, posa les mains sur le bureau, le regard dur. « Je répète, signez. Excusez-vous publiquement. Je reconsidérerai peut-être l'amende. Je ne m'humilierai pas, dit Chloé, et je ne mentirai pas. » Il eut un rire bref. « Alors vous allez découvrir ce que c'est que de tomber sans filet. » L'assistance commença à s'attrouper à l'extérieur. Employés, serveurs, artistes. Le couloir devint une tribune silencieuse. Julien fit de la place sur la table. Rangea le document dans sa mallette. « Cette feuille ne quitte pas cette pièce. C'est une preuve de coercition. Rendez-la-moi, gronda Victor. Seulement contre un reçu, et devant tout le monde. » Victor accusa le coup. Le contrôle lui échappait. Il lui fallait une autre attaque. Il appela la sécurité par radio. « Préparez une escorte. Elle sort maintenant, par l'arrière. » Sans parler à personne, Nathalie éleva la voix. « Cela va provoquer un scandale, monsieur. »« C'est moi qui commande le scandale, » rétorqua-t-il. Les agents de sécurité encerclèrent Chloé. Un à gauche, un à droite. Le couloir retint son souffle. « Touchez-la et je filme !» prévint Julien, « et j'envoie ça à la presse que je sponsorise. » Les hommes reculèrent d'un demi-pas, regardèrent Victor, attendant un nouvel ordre. Il changea de stratégie, adoucit le ton. « Alors qu'elle reste, pour l'instant. Mais à partir d'aujourd'hui, vous êtes suspendu, sans salaire. Attendez la notification. Et sortez de ma chambre pour toujours. » Chloé sentit le choc, suspendu, sans salaire, le loyer dans 3 jours, sa mère malade, le frigo vide. Elle faillit s'effondrer, elle resta debout par pure obstination. L'assistance vit sa force fragile et la respecta en silence. Victor lui tourna le dos, reprit son téléphone. Un tourbillon d'appels commença. « Allô, Philippe, retire son nom des listes. Fais passer le mot qu'elle est source de problèmes. Allô, Sylvie, la maison a besoin d'une nouvelle société de nettoyage. Dis que l'ancienne ne vaut rien. Ferme-lui des portes. Allô, le syndic de la résidence. Signalez qu'elle a déclenché une alarme. Interdisez-lui l'accès sans autorisation expresse. Son réseau fonctionnait comme des griffes. Porte fermée, horizon rétréci, mur après mur. Chloé sortit du bureau. Le couloir s'écarta en deux. Regard mitigé, peur et compassion. Marc s'appuya sur le chariot. « Si tu as besoin, j'ai un canapé pour quelques jours. Ce n'est pas grand-chose, mais ça dépanne. »« Merci, » dit-elle, presque sans voix. Madame Beaumont s'approcha lentement, prit la main de Chloé. « Ne cédez pas aujourd'hui. Ce que j'ai vu ici ne s'oublie pas. Il y a des gens prêts à vous soutenir. » Chloé serra sa main. Elle sentit une chaleur. Ce n'était pas de l'argent. C'était plus grand. Nathalie arriva derrière, avec une enveloppe. « Le paiement de la semaine, en espèces, sans retenue. J'en prends la responsabilité. » Elle chuchota bas. « Désolée pour tout à l'heure. » Chloé fut surprise. Elle prit l'enveloppe, la glissa dans sa poche. Elle ne faisait pas confiance, mais elle accepta l'aide. Derrière elle, un assistant de Victor passa avec une pile de papier.
des communiqués froids, des titres préparés. Événement sauvé par l'action de l'hôte, lut-il. Employé ayant enfreint les règles de sécurité. Le mensonge prenait feu sur le papier. Le mal commençait à se répandre. Chloé descendit l'escalier de service. Elle prit son sac à dos dans le vestiaire. S'arrêta une seconde devant le miroir. Vit des cernes profonds, des épaules affaissées. Mais elle vit aussi un nouveau regard. Droit, ferme. Le téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu. « J'ai eu un retour sur vous. Difficile de vous garder sur le planning. Désolé, la deuxième vibration arriva vite. Service de demain annulé. Ordre du manoir. La troisième aussi. Je ne peux pas vous recommander. On dit que vous avez causé des problèmes. La manœuvre de Victor fonctionnait. La ville semblait petite. Son nom circulait dans des cercles fermés. Elle remonta vers le salon. Elle devait parler. Elle devait regarder son tribunal dans les yeux. Elle s'arrêta devant les employés rassemblés près de l'escalier. Voix ferme. « Aujourd'hui, j'ai été attaqué par celui qui a le pouvoir. On a tenté de me faire taire avec la peur, les dettes et les rumeurs. Je ne disparaîtrai pas. Je me battrai. » Des murmures de soutien fusèrent. Une main applaudit. Une autre suivit. Le son grandit timidement. Puis cessa. Les agents de sécurité apparurent derrière. L'assistance baissa les yeux. Victor apparut en haut de l'escalier. Silhouette dure, regard de pierre. Le discours est terminé. Retourné au travail. Son autorité pesait encore. Le salon obéit. Son pouvoir restait acéré. Chloé sortit dans le jardin latéral. Elle avait besoin de respirer loin des murs. L'air du soir sentait l'herbe coupée. Julien la rejoignit. « Ne signez rien, je vais vous accompagner. Je peux servir d'intermédiaire avec la police s'il insiste. »« Merci, je n'ai pas d'argent pour un avocat. On en parlera plus tard, n'y pensez pas pour l'instant. » Marc arriva avec un sac de nourriture, haricots, riz, pain, simple, précieux. « Prends, j'en avais fait en trop. » Il eut un sourire bref. « Et s'il s'en prend à toi, je parlerai. » Nathalie marchait en sens inverse. Elle regarda Victor sur la terrasse. Il parlait avec d'autres personnes. Geste ample. Téléphone à l'oreille. « Il va doubler la mise, » dit Julien. « Vous êtes prête ?» Chloé regarda le manoir illuminé. Elle se souvint de l'eau qui tombait, du tableau sauvé, du collier placé dans son casier. « Je ne fuis plus, » affirma-t-elle. « Il veut la guerre. Il aura la justice. » Le portail latéral grinça. Une voiture noire entra. Vitres teintées, 2 hommes en costume en descendirent, mallette en cuir, posture sèche. « Les avocats, » murmura Julien. « Il va officialiser la suspension et peut-être aller plus loin. » Les hommes montèrent les marches sans regarder personne. L'horloge du salon sonna 9 heures. La nuit promettait d'être longue. Chloé glissa son téléphone dans sa poche. Elle serra l'enveloppe dans son manteau. Inspira profondément. « Je vais à la chambre principale, dit-elle. Je vais chercher mes affaires et je vais laisser un reçu de ce que j'ai pris. Rien de plus. Je vous accompagne, dit Julien. Moi aussi, compléta Marc. Ils montèrent ensemble. Le couloir était attentif. Une assistance aux yeux vifs, témoin de la scène à venir. À l'entrée de la chambre, un agent de sécurité bloqua le passage. « Entrée interdite », Julien montra sa carte d'avocat. « Elle va entrer. Nous allons enregistrer ce qui sera retiré. Si vous l'en empêchez, j'appelle la police pour entrave. » L'agent hésita, reçut un laissez-passer par radio. Il s'écarta. Chloé entra. La chambre paraissait immense, le drap changé, l'oreiller sec, l'endroit où tout avait commencé. Elle prit son vieux manteau, un stylo, un carnet avec des notes sur les plans, un porte-clés en métal. Elle posa tout sur le lit. Julien photographia chaque objet. « Rien de plus que ça, » dit-elle, à voix haute. Nathalie apparut à la porte. Elle tenait un carnet de reçus, tendit un stylo. « Signez que vous avez vu. Je signe aussi. Merci, » dit Chloé. Le bruit de pas interrompit le calme fragile. Victor surgit, escorté, les yeux brûlants d'une fureur contenue. « Vous avez bien profité de la soirée, dit-il, mais l'addition est arrivée. » Il brandit une notification imprimée, suspension en grosses lettres, signée par les avocats. « Demain matin, un huissier frappera à votre porte. Je considère vos affaires comme un gage.
Faites attention. Chloé lut en diagonale, vit des menaces de tous côtés, sa peau se hérissa, sa gorge se noua. Elle regarda Julien, il acquiesça. Un plan naissait derrière ses yeux. « Reçu, dit-elle, et je ne recule pas. » Victor fit un pas, s'approcha par là-bas. « Je brise ceux qui m'affrontent, je ne perds jamais. » Chloé garda la voix claire. « Ce que vous avez perdu aujourd'hui ne reviendra pas, et ce n'est pas de l'argent. » Il cligna des yeux lentement. Le coup avait porté. Il tourna les talons, sortit sans un regard. L'assistance respira. L'air parut moins lourd une seconde, puis retomba. Chloé ferma son sac à dos. Elle sortit de la chambre d'un pas ferme. Dans le couloir, Marc murmura « Il va essayer de salir encore plus votre nom. Sois prudente. »« Je sais, » répondit-elle, « mais j'ai déjà décidé. J'irai jusqu'au bout. » Le jardin les accueillit de nouveau. Le portail s'ouvrit. La rue les avala dans un vent froid. Chloé serra le carnet de plans contre sa poitrine. La nuit devint plus sombre. Mais son pas ne flancha pas. La lutte avait véritablement commencé, et il n'y aurait pas de retour en arrière. Chloé marchait dans la rue déserte, le sac sur le dos, le carnet de plans serré contre sa poitrine. Le vent froid de la nuit ramenait des souvenirs qu'elle n'avait pas demandés, mais qu'elle ne pouvait éviter. Soudain, elle était de retour dans une petite chambre aux murs écaillés. Une odeur de café léger et de médicaments flottait dans l'air. Sa mère, allongée, souriait avec effort. « Tu dois croire en toi, ma chérie. Le monde essaiera de t'écraser, mais personne ne peut t'enlever tes connaissances. » Chloé, plus jeune, assise à côté, des livres de génie civil ouverts, des crayons usés, des feuilles griffonnées. Le symbole de son combat. Un porte-clés en métal en forme d'engrenage, offert par sa mère quand elle avait été admise en formation technique. « Chaque fois que tu penseras à abandonner, regarde ça », avait dit sa mère en refermant la main de sa fille sur le porte-clés. « Tu construis des choses. Ne laisse personne te détruire. » Les années défilèrent dans sa mémoire. Les nuits blanches à la bibliothèque municipale, à empiler des manuels d'hydraulique. Le premier emploi chez le constructeur, la fierté de signer des rapports techniques. Le licenciement brutal quand l'entreprise a fait faillite, et peu après la pire scène, le simple cercueil qui descend, sa mère partie sans voir sa fille atteindre la stabilité. Chloé se revoyait debout devant la tombe, une promesse faite à voix basse, les larmes lui brûlant les yeux. « Je ne baisserai jamais la tête face à l'injustice, même si ça doit tout me coûter. » Le flashback se termina. La rue réapparut. Le froid aussi, le poids du sac à dos également. Mais dans sa main, il y avait toujours le même porte-clés en forme d'engrenage, usé par le temps, solide, comme un serment. Chloé respira profondément. Le souvenir n'apportait pas que de la douleur. Il ramenait aussi une force qui semblait enfouie. « Maman, je tiendrai ma promesse », murmura-t-elle. Le symbole de l'engrenage brillait sous la faible lumière d'un lampadaire. Un rappel du passé, une arme pour l'avenir. Elle continua de marcher. Il n'y avait plus de place pour la peur. La prochaine étape serait de planifier et de se battre. Chloé arriva chez elle peu avant minuit. L'appartement était petit, au dernier étage d'un vieil immeuble. Une ampoule faible éclairait la cuisine. Le silence était pesant. Elle laissa tomber son sac et resta debout devant la table sans la force de s'asseoir. Elle ouvrit l'enveloppe que Nathalie lui avait donnée, de petites coupures, comptées, juste assez pour payer la moitié du loyer. Elle ferma les yeux, sentit l'anxiété lui nouer l'estomac. Elle prit le porte-clés et le carnet de plans, l'ouvrit à la page griffonnée de schémas de tuyauterie et de passage du manoir, des lignes tordues, des notes rapides. Tout était là, les couloirs de service, les vannes, les entrées cachées, le plan qu'elle avait mémorisé pendant des mois de travail. « Il croit tout savoir parce qu'il a de l'argent », murmura-t-elle. « Mais cette maison a été mon école. » Le téléphone vibra. Un message de Julien. « J'ai obtenu une copie du contrat. On en parle demain. Ne signez rien. Bonne nuit. » Une autre vibration. « Marc, si besoin, je passe tôt. J'ai des contacts à la maintenance de la résidence. Ça peut aider. » Chloé sourit pour la première fois de la journée. De petits signes qu'elle n'était pas seule. Elle s'assit à la table, étala des papiers, commença à lister ce qu'elle avait contre Victor, vidéo du collier placé dans son casier, contrat abusif avec amende illégale,
témoin de l'humiliation publique, connaissance technique du manoir et de sa routine. Ce qui manquait, une preuve concrète de crime ou d'abus plus important. Le soutien de personnes influentes qui pourraient valider sa parole. Elle ferma les yeux, respira profondément, se souvint de ce qu'elle avait entendu au manoir. Communiqué, presse, rumeurs. Victor était déjà en train de façonner le récit. Pour l'affronter, elle aurait besoin de quelque chose de solide, d'impossible à nier. Le lendemain matin, des coups à la porte la réveillèrent. C'était Marc, avec un sac de pain et du café. Ce n'est pas le grand luxe, mais ça aide. C'est plus que ce que j'aurais eu, répondit Chloé, émue. Il entra, s'assit sur la chaise en bois, regarda les papiers étalés. Tu vas vraiment l'affronter? Je ne peux pas reculer. Si je fuis, il détruit ma réputation. Marc acquiesça. Il sortit une carte de visite froissée de sa poche. Mon cousin a travaillé à la compta de son entreprise. Il est parti en mauvais termes. Il a dit que Victor cache des choses sales dans les contrats et les factures. Je peux essayer de le contacter. Chloé prit la carte. Le nom écrit à la main. Pierre Morin. C'est peut-être le fil dont nous avons besoin. En fin d'après-midi, elle retrouva Julien au café du coin. Il avait apporté un épais dossier. Voici le contrat. Le montant de l'amende n'a aucune base légale et la clause de confidentialité est abusive. Ça peut facilement être annulé au tribunal. Chloé feuilleta, surligna des passages. Julien continua. Mais il nous faut plus. Quelque chose qui montre qu'il n'a pas seulement mal agi avec vous, mais que c'est systématique. Quelque chose qui prouve un abus de pouvoir, une fraude ou un crime. Chloé se souvint de ce que Marc avait dit. Elle montra la carte. On l'a peut-être. Ce soir-là, ils appelèrent Pierre. Sa voix au téléphone était rêche, méfiante. Si c'est contre Victor Chevalier, je ne veux pas de problème. Ce ne sont pas des problèmes, dit Chloé. C'est la justice. Il y eut un silence, puis il soupira. J'ai des copies de contrats de façade. Des sociétés écrans utilisées pour de l'évasion fiscale. Je n'ai jamais eu le courage de le dénoncer. Il a des amis partout. Julien se pencha sur le téléphone. Si vous avez des preuves, je vous garantis une protection juridique. Je peux transmettre le dossier au parquet. Pierre hésita encore quelques secondes. Puis, il accepta de les rencontrer. 2 jours plus tard, ils étaient tous réunis dans l'appartement de Chloé. La table était couverte de papiers, de reçus, de tableurs. Pierre montrait chaque document, pointant les fausses signatures, les numéros en double. « Voilà la preuve, dit-il. Des sociétés qui n'existent pas, mais qui reçoivent des paiements millionnaires. Tout est contrôlé par lui. » Chloé photographia, numérisa, sauvegardant tout dans le cloud. Julien prenait des notes sans relâche. Marc observait, les bras croisés. « C'est une bombe, murmura-t-il. Si ça sort publiquement, il ne s'en relèvera pas. » Chloé ferma le dossier. Elle sentit le poids et la responsabilité. Mais il faut agir au bon moment. Si on lance ça maintenant, il étouffera l'affaire. Il nous faut un public. Il faut l'exposer devant tous ceux qui le soutiennent. Julien approuva. Il y a une réunion importante au manoir le week-end prochain. Conseil d'administration, politique, presse invitée. Si on montre les preuves là-bas, personne ne pourra l'ignorer. Chloé respira profondément. Son cœur s'accéléra. Alors c'est ça. Je retourne au manoir, mais pas en tant que femme de ménage humiliée. Je reviens en tant que celle qui porte la vérité. Marc lui serra l'épaule. Tu ne seras pas seul. Pierre lui tendit une clé USB. Voici les dossiers les plus compromettants. Gardez-la précieusement. Chloé referma la main sur l'objet. Elle pensa à sa mère, au porte-clés en forme d'engrenage. Le symbole lui revint à l'esprit. Construire. Ne pas détruire. Dans la nuit, seule à nouveau, elle ouvrit la clé USB sur son ordinateur. Les tableurs défilaient sous ses yeux, des chiffres qui criaient la fraude, des contrats qui sentaient la corruption. Elle eut peur. Oui, mais elle sentit aussi une grande clarté. Il me croit insignifiante, mais le plus petit engrenage peut bloquer toute la machine. Le plan était établi, les alliés confirmés, la bataille programmée. Il ne restait plus qu'à affronter la dernière menace que, inévitablement, Victor placerait encore sur son chemin. Et Chloé était prête. Le week-end approchait. La réunion au manoir était confirmée. Entrepreneurs, politiciens, journalistes invités. La scène parfaite.
Mais Chloé savait que Victor ne resterait pas inactif. Il pressentirait la contre-attaque. Vendredi soir, en rentrant du supermarché avec un simple sac, elle vit une voiture noire garée au coin de la rue, vitres teintées, moteur allumé. 2 hommes en descendirent. L'un d'eux montra un dossier. « Chloé Dubois, nous avons une assignation pour vous. » Elle prit le papier, lut rapidement. Une procédure pénale ouverte à son nom, vol de bijoux, le même collier placé dans son casier. C'est un mensonge. L'homme ne répondit pas, remonta dans la voiture. Le moteur gronda. Le véhicule disparut sur l'avenue. Chloé rentra chez elle, les jambes flageolantes. Elle jeta le sac sur la table. Le papier semblait lui brûler la main. Victor accélérait l'attaque. Elle prit le téléphone. Appela Julien. « Je viens de recevoir une assignation. Il lance une procédure contre moi. » Je m'y attendais. La voix de l'avocat était ferme. « Ne paniquez pas, c'est une manœuvre. Demain matin, nous déposerons une contestation. Vous avez la vidéo. Il n'a rien. » Chloé respira profondément. « Mais d'ici là, mon nom sera sali. C'est exactement ce qu'il veut, vous priver de votre force avant la réunion. » La nuit fut longue. Chloé ne parvint pas à dormir. La peur se mêlait à la colère. Elle prit le porte-clés en forme d'engrenage, le serra jusqu'à ce que la marque reste sur sa peau. Samedi matin, elle se rendit au cabinet de Julien. Il avait déjà des documents prêts. « Nous allons déposer une défense préventive, mais il nous faut plus. Il peut inventer d'autres accusations. Nous devons vous blinder. » Comment? Des témoins, des personnes qui ont vu le collier être placé. Chloé se souvint de Marc, debout à la porte du vestiaire. Il a vu. Alors, il nous faut sa déclaration. Par écrit, ils appelèrent Marc. Il arriva 1 heure plus tard, sentant encore les épices. Nerveux mais décidé. Je signe. S'ils essaient de me faire taire, tant pis. Il signa. Julien rangea le papier dans sa mallette. Nous avons quelque chose. Mais Victor est malin. Il essaiera encore. Et il essaya. L'après-midi, Chloé reçut un autre message, cette fois du propriétaire de son appartement. « J'ai appris que vous faites l'objet de poursuites pénales. Le bail n'autorise pas les locataires avec un casier judiciaire. Je vous demande de quitter les lieux sous 30 jours. » Chloé faillit laisser tomber son téléphone. Il n'attaquait pas seulement sa dignité, il attaquait son foyer. Elle s'assit sur le lit. Le sol semblait disparaître. Pendant quelques minutes, elle songea à abandonner. Mais elle se souvint du visage de sa mère, du serment fait au cimetière. « Non, je ne fuirai pas. » Elle respira profondément, reprit ses papiers. Retourna au bureau de Julien. « Il veut me détruire avant la réunion. Il me mettra à la rue s'il le peut. » Julien réfléchit vite. « Alors nous devons inverser la situation. Transformer votre faiblesse en preuve. S'il déplace autant de pions, c'est qu'il a peur. Montrons-le. » Chloé acquiesça. Le soir, alors qu'elle préparait ses vêtements simples pour le lendemain, des coups violents à la porte la firent sursauter. « Police !» Elle ouvrit. 2 agents entrèrent. Montrèrent un mandat de perquisition. « Nous avons reçu une dénonciation anonyme pour des objets volés. » Ils fouillèrent le petit appartement. Ouvrirent les placards, les tiroirs, même le réfrigérateur, ne trouvèrent rien. L'un d'eux, cependant, tenta d'ouvrir le sac à dos où était cachée la clé USB. Chloé le saisit avant. « Pas ça, ce sont des documents personnels. Nous devons vérifier. » Julien, qui était arrivé quelques minutes plus tôt, éleva la voix. « Le mandat couvre le domicile, pas les objets personnels de sa défense. Vous ne touchez pas à ça. » Les agents se regardèrent. Ils mirent fin à la perquisition. Chloé referma la porte derrière eux, appuya son front contre le bois. « Il n'arrêtera pas. » Julien la regarda. « Non. Mais cela prouve que nous sommes sur la bonne voie. » Il est désespéré. Dans la nuit de samedi à dimanche, Chloé, Marc et Julien se réunirent une nouvelle fois. Sur la table, la clé USB, les faux contrats, les signatures dupliquées. « Demain soir, » dit Julien, « tous les regards de la ville seront tournés vers lui. C'est là que nous agirons. » Marc fronça les sourcils. « Et s'il t'empêche d'entrer ?» Chloé ouvrit son carnet de plans, montra les couloirs de service. « Personne ne connaît cette maison comme moi. Je sais par où entrer. Je connais même les horaires des gardes. » Marc sourit pour la première fois. « Alors il n'a aucune chance.
Mais la confiance fut de courte durée. À 7 heures du matin, Chloé reçut un appel de Nathalie, la voix tremblante. « Chloé, fais attention. Il a monté un dossier sur toi. Des photos, des rumeurs, des histoires inventées. Il va l'utiliser à la réunion. Il veut prouver que tu es déséquilibré. Vous êtes avec moi ou avec lui ?» demanda Chloé. Silence. Puis Nathalie murmura. « Je suis avec la vérité, mais je ne peux pas me montrer. C'est tout ce que je peux te donner. » L'appel se coupa. Chloé ferma son téléphone. La pression montait. Mais il était aussi clair que Victor préparait sa dernière carte. Dimanche soir, le manoir brillait. Façade illuminée, voiture de luxe alignée, homme en costume à la porte. Chloé, en vêtements simples et le porte-clés accroché à son sac à dos, respira profondément à quelques rues de là. Julien à ses côtés. Marc derrière. « Prête ?» demanda Julien. Plus que jamais. Le plan était défini, mais le risque était réel. Si elle échouait, elle perdrait tout. En marchant vers le portail, Chloé en eut la certitude. Victor avait déjà préparé le dernier obstacle. Et cette fois, il serait mortel pour sa réputation. Le manoir était illuminé comme un palais. Des faisceaux de lumière traversaient le jardin, se reflétant sur les baies vitrées. Des voitures de luxe arrivaient les unes après les autres. Hommes et femmes en costumes et robes longues descendaient d'un pas calculé. Les caméras des journalistes enregistraient chaque détail. Dans le grand salon, les tables étaient dressées, les coupes de cristal et les œuvres d'art exposées pour impressionner. Au centre, Victor, impeccable dans son costume bleu nuit, souriait et saluait. Ses gestes étaient larges, confiants, mais derrière le sourire, ses yeux cherchèrent des signes de la menace qu'il savait imminente. « Aujourd'hui, on enterre cette histoire ridicule », murmura-t-il à un assistant. Chloé observait de l'extérieur, cachée derrière les arbres du jardin. Elle portait des vêtements simples, mais son sac à dos contenait plus de poids que tout l'or du salon. La clé USB avec les faux contrats, le carnet de plans et le porte-clés en forme d'engrenage accroché à la fermeture éclair. Julien ajusta ses lunettes. L'entrée principale est cernée de gardes. Si vous essayez de passer, ils vous bloqueront sur le champ. Chloé montra le dessin sur son carnet. J'entre par le couloir de service. Personne ne regarde jamais cette porte. Marc respira profondément. Ça semble fou, mais tu connais cette maison comme personne. Chloé s'approcha du portail latéral. Le garde jeta un coup d'œil rapide. Ne la reconnut pas. Elle portait un plateau emprunté à la cuisine de Marc. Elle se mêla au serveur qui entrait. Elle passa inaperçue. À l'intérieur du manoir, le son du salon était étouffé. Les invités riaient, les verres tintaient. Mais dans les couloirs de service, seul le bourdonnement des néons et l'odeur de produits d'entretien. Chloé marchait d'un pas ferme. Chaque pas lui rappelait des mois de travail. Elle arriva près de la porte menant au salon. Respira profondément. Julien était déjà à l'intérieur, mêlé aux invités. Marc déguisé en aide cuisinier aussi. Il ferait le lien. Sur l'estrade, Victor prit le micro. « Messieurs, c'est un honneur de vous accueillir dans ma maison. Ce manoir est un symbole de travail acharné, de discipline et de respect. Applaudissements polis, flash des appareils photos. » Il sourit plus largement. « Malheureusement, des rumeurs malveillantes circulent sur moi et mon équipe. Aujourd'hui, je vais mettre les choses au clair, une bonne fois pour toutes. » Un écran géant s'alluma derrière lui. Des images commencèrent à défiler. Des photos de Chloé prises par des caméras internes. Des légendes froides, employées prises en flagrant délit. Risque pour le patrimoine. Quelques invités rirent doucement. D'autres froncèrent les sourcils. Chloé, derrière la porte, sentit sa gorge se serrer. Mais elle ne bougea pas. Victor continua. « Voilà le genre de personne qui tente de salir mon honneur. Une ancienne employée à problème, licenciée pour faute grave. Une menace pour tout environnement sérieux. » L'assistance murmura. Julien regarda autour de lui, attentif. C'était le moment. Soudain, la porte de service s'ouvre. Chloé entre. D'un pas assuré, le sac à dos sur l'épaule. Le salon devient silencieux. Victor s'arrêta au milieu de sa phrase. Son sourire se figea. « Qu'est-ce que cette femme fait ici ?» hurla-t-il. « Sécurité !» Deux hommes s'avancèrent, mais Julien éleva la voix.
Elle a un droit de réponse, devant tout le monde. Madame Beaumont, assise au premier rang, appuya. « Laissez-la parler, Victor. Si vous n'avez rien à vous reprocher, il n'y a aucune raison de l'en empêcher. » Les regards se tournèrent vers lui. Un instant, il hésita. Puis il eut un rire bref. « Très bien. Vous voulez vous humilier davantage. La scène est à vous. » Chloé marcha jusqu'au centre, lui prit le micro des mains. Le salon était si silencieux qu'on pouvait entendre le déclic de l'appareil photo le plus éloigné. « Mon nom est Chloé Dubois. J'ai travaillé ici comme femme de ménage. Oui, je me suis assise sur le lit par épuisement. Mais je ne suis pas une voleuse, et je ne suis pas une menteuse. » Elle ouvrit son sac, sortit la clé USB. « J'ai des preuves que Victor Chevalier n'est pas l'homme intègre qu'il prétend être. » Victor rit bruyamment, mais le rire sonnait faux. « Encore des inventions !» Chloé connecta la clé USB à l'ordinateur relié à l'écran. L'écran clignota. Des tableurs, des signatures, des contrats apparurent. Julien, à côté, expliqua « Des sociétés fantômes qui reçoivent des millions, des fausses factures, de l'argent détourné. » Les murmures s'amplifièrent. Les journalistes levèrent leurs caméras. Chloé pointa une signature. « Vous reconnaissez ce nom ? C'est celui d'un associé décédé il y a des années, et pourtant il figure comme bénéficiaire de paiement. » Le silence fut absolu. Tous regardèrent l'écran, les documents projetés. La vérité, nue, impossible à nier. Victor tenta de parler, mais sa voix le trahit. Il toussa, retrouva son ton. « C'est un montage. Elle a manipulé des documents. » Julien éleva la voix. « Ces fichiers ont été fournis par un ancien comptable de sa propre entreprise, et ils sont enregistrés auprès d'un notaire. » Un choc parcourut le salon. Chloé tenait fermement le micro. « Il a essayé de me faire taire avec un faux procès, à placer un bijou dans mon casier, à menacer mon logement. Mais aujourd'hui, vous voyez tous qui il est vraiment. » Les invités restèrent dans un silence total. Ni rire, ni chuchotement. Juste des yeux écarquillés. Victor bégaya. « C'est faux. Vous savez tous. Je n'ai jamais... » Mais le poids de la preuve était plus grand que ces mots. Le millionnaire qui humiliait sans crainte paraissait maintenant minuscule devant son propre public. Chloé reposa le micro sur son socle. L'écran affichait toujours des chiffres et des fausses signatures. Le tribunal social était formé. Et la condamnation commençait là, dans le silence choqué de tous. Le silence dans le salon semblait interminable. Les invités fixaient toujours l'écran où les preuves étaient projetées. Les chiffres, les signatures falsifiées, les noms de sociétés inexistantes. La fraude était exposée devant tous, limpide. Victor, immobile, tenait le micro de ses mains tremblantes. Il tentait de retrouver sa posture habituelle, mais la sueur perlait sur son front. « Messieurs, c'est une méprise. De faux documents, des montages. Ce n'est qu'une employée aigrie, ne la croyez pas. » Mais sa voix sonnait faible. Ce fut alors que Madame Beaumont, appuyée sur sa canne, se leva. Son geste capta immédiatement l'attention. La vieille dame s'avança au centre du salon et fit face au millionnaire. « Victor, je fréquente cette maison depuis 20 ans. Je vous ai vu vous vanter de vos succès, de vos contrats, de vos fêtes. Mais je n'avais jamais vu la peur dans vos yeux. Aujourd'hui, je la vois. Ce n'est pas un montage, c'est la vérité. » Un murmure parcourut l'assistance. Les journalistes notaient chaque mot. Victor tenta de rire, mais s'étouffa. « Lourdes, s'il vous plaît, ne vous laissez pas abuser. » Julien intervint. « Je suis avocat inscrit au barreau. Je déclare ici, devant tous, que les documents présentés sont déjà déposés auprès du parquet. Ce ne sont pas des inventions. Ce sont des preuves officielles. » Les flashs des appareils photo crépitèrent. Les journalistes tendirent leur micro. Victor perdit ses couleurs. « C'est un coup monté politique. Ils veulent détruire mon image. » À ce moment, la porte latérale s'ouvrit. 2 hommes en costume sombre entrèrent. Ils portaient des badges du fisc et du parquet. Tout le salon s'agita. L'un d'eux parla fort. « Bonsoir. Nous sommes ici en exécution d'un mandat d'enquête. Nous avons reçu des dénonciations pour fraude fiscale et blanchiment d'argent. » L'impact fut immédiat. Certains invités se levèrent, d'autres reculèrent, effrayés. Victor recula de 2 pas.
C'est un abus. Je n'ai autorisé personne à entrer. L'agent répondit fermement. Nous n'avons pas besoin de votre autorisation. Nous avons une ordonnance du juge. Un murmure devint un brouhaha. Les caméras filmaient tout. Chloé observait en silence, le cœur battant la chamade, mais l'esprit ferme. Le tribunal social avait maintenant un nouveau visage, la justice officielle. L'agent tendit une enveloppe à Julien. Nous accusons réception de la plainte déposée. Les preuves vont être saisies maintenant. Julien acquiesça. Elles sont sur une clé USB et en copie physique. Victor paniqua. Il s'avança vers le micro, tentant de parler plus fort que tout le monde. C'est un complot. Je suis l'ami de ministres, de juges, de grands patrons. Vous ne pouvez pas me traiter ainsi. Mais sa voix tremblait. Le charme d'antan avait disparu. Madame Beaumont leva le bras. Victor, le pouvoir ne protège pas de la vérité. Les invités applaudirent. Le premier applaudissement fut timide, puis un autre, puis une vague. Ce n'était pas pour lui. C'était pour le courage de celle qui avait exposé la fraude. L'agent du fisc s'approcha de Victor. « À partir de cet instant, monsieur, vous êtes démis de toute fonction de direction dans vos entreprises. Vos biens sont saisis à titre conservatoire. » Le coup final tomba sec. Victor devint blême. « Non, vous ne pouvez pas. Si, nous le pouvons. Et nous le ferons. » Les journalistes explosèrent de questions. Victor, est-il vrai que vous détourniez des millions? Comment expliquez-vous les sociétés fantômes? Qu'avez-vous à dire à la société? Il reculait, les mains tremblantes, sans réponse. Pendant ce temps, l'autre agent appela Chloé. « Madame, vous serez entendue comme témoin protégé. Votre plainte est à l'origine de cette opération. » Chloé respira profondément. Pour la première fois depuis des jours, elle sentit un poids quitter ses épaules. Julien sourit discrètement. Marc, du fond du salon, leva un poing fermé en signe de soutien. Les gardes du corps de Victor, confus, ne savaient plus à qui obéir. Certains s'écartèrent simplement. Victor tenta une dernière carte. « Vous me devez tous des faveurs !» cria-t-il en regardant les entrepreneurs. « Combien de contrats avez-vous signés avec moi? Combien de fois avez-vous utilisé mon nom? Si je tombe, vous tombez avec moi. » Mais personne ne répondit. Le silence de l'assistance était une condamnation. L'agent répéta fermement. « Monsieur, vous êtes officiellement démis de vos fonctions. Si vous résistez, vous serez conduit par la police sur le champ. » Victor lâcha le micro. Le son métallique résonna dans le salon. L'homme qui contrôlait toujours chaque détail ressemblait maintenant à une marionnette cassée. Chloé regarda autour d'elle. Elle vit des visages qui avaient ri d'elle se tourner maintenant contre lui. Elle vit des journalistes retransmettre en direct. Elle vit l'engrenage de la vérité tourner sous ses yeux. Le millionnaire n'était plus intouchable. Il n'était qu'un homme démasqué. La sanction publique était complète et irréversible. Victor resta planté au centre du salon, immobile, le visage rouge, les mains tremblantes. L'homme qui dictait toujours les règles semblait maintenant plus petit que tous les présents. « C'est une erreur », murmura-t-il, la voix défaillante. « Je n'ai rien fait de mal. » Mais personne ne le croyait. Les regards n'étaient plus de respect, mais de mépris. Un entrepreneur se leva. « Tu m'as utilisé, Victor. Tu vendais des contrats qui n'ont jamais existé. » Un autre ajouta. « J'ai investi des millions dans ton entreprise. Je comprends maintenant pourquoi je n'ai jamais vu de retour. » À chaque mot, il se ratatinait davantage. Il tenta d'élever la voix. « Vous avez aussi profité de moi. Ne jouez pas les saints. » Mais il était trop tard. Le public n'était plus de son côté. Madame Beaumont frappa le sol de sa canne. « Assez! Tout le monde ici a vu la vérité. Aucun masque ne peut la cacher. » Les applaudissements reprirent. D'abord timides, puis forts, fermes. Ils n'étaient de pas pour lui. Ils étaient pour Chloé, qui observait en silence. Victor tenta de s'avancer vers elle. « Toi, c'est toi qui as tout ruiné. Ingrate !» Mais deux agents de sécurité, obéissant désormais aux agents du gouvernement, lui barrèrent le passage. « Gardez vos distances !» ordonnèrent-ils. Chloé releva le menton. Elle n'eut pas besoin de répondre. Son regard suffit. Victor se débattit. « Je reviendrai, vous allez voir. Personne ne prend ce qui est à moi. » Le cri résonna dans le salon, mais il n'avait plus de force. C'était un homme désespéré, sombrant seul.
Les invités commencèrent à se lever. Certains partaient, d'autres s'approchèrent de Chloé. Un journaliste dit « Mademoiselle, votre courage a changé cette soirée. Pouvez-vous nous dire un mot ?» Elle respira profondément. Un seul, dignité. Le mot résonna plus fort que n'importe quel discours. Les applaudissements envahirent la salle. Le tribunal social qui l'avait autrefois condamné l'applaudissait maintenant debout. Victor fut conduit à l'extérieur, criant encore, essayant de se libérer. Sa voix se perdit dans le bruit des applaudissements. Sur la scène, Chloé resta immobile. Julien à ses côtés, Marc souriant discrètement. Madame Beaumont, les yeux humides. C'était la fin de la chute. Le puissant était détruit, et la femme de ménage, autrefois humiliée, était maintenant reconnue comme celle qui avait exposé la vérité. Tout le salon le savait, plus rien ne serait comme avant. Le salon vibrait encore d'applaudissements quand les agents sortirent avec Victor. La porte se referma derrière lui, étouffant ses cris de déni. Il ne resta que le son des applaudissements, forts, libérateurs, qui résonnaient dans l'espace illuminé. Chloé respirait vite. Son cœur semblait battre en dehors de sa poitrine. Pour la première fois depuis longtemps, ce n'était pas de la peur, c'était du soulagement. C'était de la reconnaissance. Julien lui toucha légèrement le bras. « Vous avez réussi. » Marc, avec son tablier encore taché, s'approcha en souriant. « Je n'ai jamais vu ça. Tu as affronté le maître des lieux dans sa propre maison. » Madame Beaumont s'avança vers elle, appuyée sur sa canne. Elle serra fermement la main de la femme de ménage. « Ma chère enfant, un tel courage ne s'achète pas. Aujourd'hui, vous avez enseigné à tous ici ce qu'est la dignité. » Les mots firent déglutir Chloé. Elle sentit ses yeux piquer. Elle ne pleura pas devant eux, mais le nœud dans sa gorge trahissait son émotion. Des journalistes s'approchèrent, micro tendus. « Mademoiselle, que ressentez-vous après avoir exposé un millionnaire si puissant ? Que comptez-vous faire maintenant ? Avez-vous eu peur d'être arrêtée ?» Chloé respira profondément, regarda les caméras. « J'ai eu peur, oui, mais la peur ne m'a pas arrêtée. Je ne suis pas plus courageuse qu'un autre. J'ai juste refusé d'être traitée comme un objet jetable. » Les caméras enregistrèrent. Le salon écouta en silence. Sa parole valait plus que toutes les justifications de Victor. L'un des entrepreneurs se leva et déclara à voix haute « J'ai ri d'elle quand Victor l'a humiliée. Je m'excuse publiquement. Nous avons eu tort de rester silencieux. » D'autres suivirent. « Moi aussi, j'ai ri. Et je le regrette. J'ai filmé avec mon téléphone, mais je n'ai rien publié. Maintenant, j'en ai honte. Le tribunal qui l'avait autrefois condamné, maintenant se confessait. » Chloé ne les attaqua pas. Elle acquiesça simplement, avec sérénité. L'important, c'est que vous ayez vu la vérité, et que vous ne répétiez pas cette erreur avec d'autres. Les agents du fisc rassemblaient des documents, mais s'arrêtèrent pour écouter. Même eux, habitués aux opérations froides, sentirent la force de ce moment humain. Marc tira une chaise. « Assieds-toi, Chloé. Respire. » Elle s'assit, sentit ses jambes trembler. Julien resta debout à côté, comme un garde silencieux. Un photographe s'approcha. « Je peux immortaliser cette scène ?» Elle réfléchit un instant, puis acquiesça. Le déclic captura l'image. Une simple femme de ménage, fatiguée, mais droite devant tous. La photo ferait la une des journaux le lendemain matin. Pendant ce temps, Nathalie apparut discrètement dans le salon. Elle marcha vers Chloé d'un pas incertain, s'arrêta devant elle, honteuse. « J'ai obéi aux ordres, mais j'aurais dû vous défendre plus tôt. Pardonnez-moi. » Chloé regarda la gérante droit dans les yeux. « La peur nous fait faire des erreurs. Mais vous m'avez apporté l'enveloppe, vous m'avez prévenu. Ça aussi, ça compte. » Nathalie baissa la tête, émue. « Je veux aider autant que je peux. » Madame Beaumont éleva la voix pour que tout le monde entende. « On ne doit pas se souvenir de cette femme comme d'une femme de ménage humiliée. On doit se souvenir d'elle comme d'une citoyenne qui a affronté un tyran. » Les applaudissements reprirent, plus fort qu'avant. Chloé serra le porte-clés en forme d'engrenage dans sa poche. Elle sentit le métal froid, symbole du passé et du présent. Elle se souvint de sa mère, se souvint de la promesse faite au cimetière. Julien parla bas, juste pour elle. « Vous avez restauré votre dignité aujourd'hui. Mais plus que ça, vous avez donné une voix à tous ceux qui ont été réduits au silence. » Chloé sourit. «
Un petit sourire, mais sincère. Le salon commençait à se vider. Les journalistes partaient en hâte, emportant l'histoire. Les entrepreneurs discutaient en groupe, essayant de sauver leur propre image. Mais au centre, sous les lumières qui baissaient, Chloé restait ferme. Marc posa la main sur son épaule. « Rentrons, tu as besoin de te reposer. » Elle regarda autour d'elle. Pour la première fois, elle ne se sentait pas invisible. Elle n'était pas l'employée que tout le monde ignorait. Elle était la femme qui avait transformé la soirée. « Allons-y, dit-elle. Mais je sais que plus rien ne sera comme avant. » En quittant le salon, elle entendit une dernière phrase de Madame Beaumont. « La dignité, ma chère. Vous l'avez déjà conquise. Personne ne vous l'enlèvera plus. » Chloé marcha jusqu'à la porte du manoir. Elle traversa le même couloir où elle avait été humiliée quelques jours plus tôt. Mais maintenant, au lieu de rire et de chuchotements, elle reçut des regards respectueux. Même les agents de sécurité baissèrent la tête à son passage. Elle sortit dans le jardin illuminé, respira profondément l'air de la nuit. C'était comme traverser un portail. Derrière elle restait le poids de l'humiliation. Devant, l'espace ouvert d'une nouvelle vie. Des mois ont passé depuis la nuit où Chloé a affronté Victor, devant tout le monde. La ville parlait encore du scandale. Les gros titres des journaux, les reportages télévisés, les interviews à la radio, sa photo, assise avec dignité dans le salon du manoir, avait fait le tour du pays. Au début, l'attention l'effraya. Des journalistes frappaient à la porte de son petit appartement. Un voisin curieux posait des questions tous les jours. Mais peu à peu, le harcèlement se transforma en respect. Le nom Chloé Dubois cessa d'être associé à des rumeurs de vol, pour symboliser le courage face à l'abus de pouvoir. Et sa vie changea. Avec le soutien de Julien, qui continua de suivre le dossier, Chloé créa une micro-entreprise de maintenance de bâtiments. Elle utilisa son expérience en génie civil et les connaissances acquises pendant des mois au manoir. Elle commença avec 2 petits clients, puis 4, puis 10. Marc fut le premier employé officiellement embauché. Il quitta la cuisine du manoir et devint son associé. « Je n'aurais jamais pensé troquer mes casseroles contre une clé à molette, » plaisantait-il. « Mais avec toi, j'ai confiance. » Nathalie, la gérante autrefois hésitante, démissionna également du manoir. Quelques mois plus tard, elle rejoignit l'équipe de Chloé en tant que responsable administrative. « Cette fois, je ne baisserai pas la tête, » dit-elle en signant son contrat. Le bureau grandit, petit mais vivant. Des bureaux improvisés, des ordinateurs simples, mais beaucoup d'énergie. Les clients louaient le soin, l'efficacité, l'honnêteté. Le nom « Engrenage Service », inspiré du porte-clés que Chloé portait toujours, commençait à être respecté. L'argent n'était pas abondant, mais suffisant. Le loyer payé à temps, le frigo toujours plein. Les factures n'étaient plus un fantôme, et la promesse faite à sa mère semblait enfin tenue. Un dimanche matin, Chloé alla se recueillir sur la tombe. Elle apporta des fleurs fraîches. Elle posa le porte-clés en forme d'engrenage sur la pierre tombale quelques secondes, puis le rangea à nouveau. « J'ai réussi, maman. Je ne les ai pas laissés me détruire. Aujourd'hui, je construis à nouveau. » Les larmes vinrent, mais ce n'étaient pas des larmes de douleur. C'étaient des larmes de victoire. Le procès contre Victor suivit son cours. Il perdit des entreprises, ses biens furent saisis. Ses amis puissants s'éloignèrent. Son image s'effondra. À chaque nouvelle, Chloé ne célébrait pas avec colère. Elle confirmait simplement ce qu'elle savait déjà. La vérité pèse toujours plus lourd que l'argent. 1 an plus tard, Chloé fut invitée à donner une conférence dans une université. L'amphithéâtre était rempli de jeunes attentifs. Elle entra en vêtements simples, tenant seulement son carnet de plans. « Je ne suis pas une héroïne », commença-t-elle. « Je suis juste quelqu'un qui a été humilié et qui a décidé de ne pas l'accepter. Vous, étudiants, travailleurs, vous pouvez tous être écrasés par le pouvoir, mais ne laissez jamais qu'on vous vole votre dignité. » L'auditoire l'applaudit debout. Certains étudiants pleurèrent. Des professeurs la remercièrent. À la sortie, une jeune femme s'approcha. « Je travaille comme femme de ménage. J'ai toujours peur d'être traitée comme un déchet. Aujourd'hui, vous m'avez donné du courage. » Chloé sourit, émue. « Peu importe où vous êtes,
Vous avez de la valeur. Ne l'oubliez jamais. Avec le temps, l'entreprise grandit encore. De nouveaux employés, des camionnettes de service avec le logo de l'engrenage, des contrats avec des écoles et des hôpitaux. Julien resta un ami proche, la conseillant quand c'était nécessaire. « Tu n'as plus besoin de moi comme avocat, dit-il un jour en riant. Mais je reste dans les parages comme ami. » Marc développa le secteur de la maintenance. Nathalie organisait les finances avec discipline. Le trio formait une équipe solide. Le soir, dans le bureau illuminé, Chloé regardait ses employés discuter, rire, partager leurs projets. La petite pièce vibrait d'énergie. Elle prit le porte-clés en forme d'engrenage, le serra fort. « Ça en valait la peine », murmura-t-elle, et elle savait qu'il y avait encore beaucoup à construire. Lors d'une interview télévisée, la journaliste demanda « Si vous pouviez remonter le temps, vous seriez-vous assise à nouveau sur ce lit ?» Chloé sourit. « Oui, parce que cette minute de repos est devenue le début de ma liberté. » Le public applaudit. Et elle sentit, une fois de plus, que cette histoire n'était pas seulement la sienne. C'était celle de tous ceux qui avaient un jour été rabaissés. Le saut dans le temps montra une nouvelle vie. Pas parfaite mais digne, construite avec sueur et courage. Et toujours dans sa poche, l'engrenage rappelait. Les petites pièces font bouger les grandes machines. L'histoire de Chloé prouve une vérité simple. La dignité n'a pas de prix. Elle a été humiliée, menacée et presque détruite. Mais elle a choisi de ne pas baisser la tête. Combien de fois vous êtes-vous senti petit face à quelqu'un de puissant? Combien de fois avez-vous ravalé vos mots pour ne pas perdre votre emploi, votre maison, votre sécurité? Chloé a montré que même la plus petite voix peut devenir géante quand elle porte la vérité, et qu'aucun argent ne peut acheter le respect quand le masque tombe. Si cette histoire vous a touché, partagez-la. Commentez ce que vous auriez fait à sa place. Montrez à ceux qui ont besoin de l'entendre que le courage existe en chacun de nous. Et n'oubliez jamais, on peut essayer de tout vous prendre, sauf votre dignité. C'est la véritable force qui fait tourner le monde.